Je vais passer la parole à Madame Makombo pour sa contribution. Et après, on va bien sûr passer la parole à ceux-là qui ont des questions, à ceux-là qui ont des contributions par rapport au sujet développé aujourd'hui, de le faire. Et on va continuer ainsi. Professeur Massonsa va intervenir après Madame Makombo. Bonjour à tous. Je m'appelle Angèle Makombo, je suis femme politique et je voudrais rassurer Monsieur Baloufou, que je connais. Je vous ai rencontré, vous parlez avec la même passion à Harlem, à New York. Je suis femme politique, mais je suis normale. Donc, je remercie Monsieur Mulumba. Je sors d'ici, je vais sortir d'ici plus riche grâce à votre initiative d'avoir ce genre de conférence et grâce surtout à nos intervenants, le professeur Kamana, M. Baloufou, M. Giscard. Vous m'avez enrichi aujourd'hui. Je vous remercie. Alors, ce que je voudrais dire haut et fort, DRC is back. La RDC est de retour. Elle est vraiment de retour. La RDC, c'est plus le mauvais élève qu'on avait peut-être écarté de la classe. La RDC est revenue dans la classe et est revenue en bonne position dans la classe. Et on le voit dans différents faits, mais notamment justement par l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président en exercice de l'Union africaine. On ne le dira jamais assez. Nous saluons ce moment. C'est un moment historique, 54 ans après. C'est un honneur, c'est un privilège, c'est une fierté. Mais c'est surtout, l'a dit, comme l'a souligné M. Giscard, c'est une reconnaissance d'un leadership éclairé. Donc c'est un moment que nous devons nous approprier. Et M. Baloufou, vous avez dit, on est, et le professeur Kamana aussi, une république où il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup d'invectives. Au contraire, on devrait, ce moment précis, quelles que soient nos tendances politiques, se dire, ce mandat doit être une réussite, on doit se mettre ensemble pour que ça réussisse. M. Mulumba nous a rappelé le thème de l'Union africaine, donc art, culture, patrimoine, comme levier de développement pour l'Afrique que nous voulons. Et à côté de ce thème, le président de la République a un thème précis, l'Union africaine au service des peuples. Je parlais hier soir avec un très proche du secrétaire général Kofi Annan. Il est à Accra, je parlais avec lui, et il me disait, est-ce que vous vous rendez compte du thème que votre président a mis en avant? Est-ce que vous vous rendez compte de cette volonté qu'il a eue de réveiller le panafricanisme? Saisissez le moment, vous au Congo, et professeur Kamana, vous l'avez dit, beaucoup attendent du Congo. Nous nous en rendons parfois pas compte, mais beaucoup entendent. Mais je suis fière de ça, j'adhère à ça, je veux m'approprier ce thème, mais je me demande comment on va le réaliser. Une Union africaine au service des peuples. Une piste, si je peux me permettre, c'est que l'Union africaine a déjà déblayé le terrain. L'Union africaine est en symbiose, a une plateforme où elle travaille avec la société civile. Il faut réveiller tout cela. Il y a un organe à l'Union africaine, l'ECOSOC, le Conseil économique et social de l'Union africaine, eh bien, qui a eu à adopter des résolutions très belles, très profondes, mais qui ne sont pas mises en œuvre. C'est certainement le moment. Mais en tant que Congolaise,
j'ai quand même une petite crainte. Est-ce que ce beau thème, ce thème porteur, ne va pas être encore une fois une initiative que notre pays prend et au lieu de la poursuivre, de mettre ça en action, en mouvement, ça tombe comme un château de cartes. Parce qu'il y a des précédents. Le thème art, culture, patrimoine, levier du développement pour l'Afrique que nous voulons. Mais n'oublions pas qu'aux Nations Unies, où j'ai travaillé plus de 20 ans, il y avait une résolution sur la restitution des biens culturels. Le Congo sous Mobutu avait porté en avant la culture aux Nations Unies. Mais chaque année, à chaque Assemblée générale des Nations Unies, on remettait ça sur la table. Il y avait des délégations qui discutaient mollement, mais le Congo n'était plus là. Alors, je me souviens également du Bureau des Nations Unies en Afrique centrale. J'étais d'ailleurs la chef de délégation à Libreville pour la création de ce bureau. L'origine de ce bureau, c'était encore nous. Parce qu'on disait, on est un pays au cœur de l'Afrique, où justement on est victime de velléités expansionnistes, où on est une puissance régionale en devenir. Il nous faut un bureau des Nations Unies, comme il y a le bureau des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. C'est le Congo qui a eu l'idée, qui a poussé. Et moi, j'étais à Libreville, mais nos délégations, les ministres des Affaires étrangères qui se sont succédés, qui venaient à New York, j'essayais de les sensibiliser, mais ça n'allait pas plus loin. Résultat, ce bureau a été créé et Libreville nous a volé la vedette. Alors qu'il se trouvait quelques diplomates occidentaux qui disaient « mais non, si ce bureau doit être créé, son siège doit d'ailleurs être au Congo. » On s'est fait voler aussi la vedette. J'étais heureuse de vous entendre parler femmes. Vous aussi, parce qu'on me reproche trop de parler femmes. De défendre le genre. Mais c'est encore le Congo et les Congolaises qui sont à l'origine de la création de l'ONU Femmes. J'étais dans la délégation ici à Kinshasa avec le sous-secrétaire général des Nations Unies quand au Grand Hôtel, réunion avec les femmes, elles ont dit non. Où est-ce qu'on viole les femmes, on mutile les femmes, on fait souffrir les femmes? C'est chez nous. Donc vous ne pensez pas qu'on devrait créer un bureau, un service qui s'occupe de ces questions-là seulement parce qu'à l'époque, il y avait seulement un mini-service au PNUD qui s'appelait l'UNIFEM. D'où l'ONU Femmes. Mais encore une fois, on nous a damé les pions. On s'est laissé damer les pions parce que le processus a continué, on a créé et on n'est nulle part. Et je voudrais également dire que oui, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le président en exercice de l'Union africaine avec de grandes ambitions. Il a une vision, un projet louable, mais il ne faut pas dans tout cela oublier et se poser la question, quelle est la place des Congolais dans la gouvernance internationale? On n'est nulle part. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'en 76 ans d'existence des Nations Unies, il n'y a jamais eu un Congolais secrétaire général adjoint ou sous-secrétaire général? Je parle du secrétariat, l'organe politique, l'organe exécutif des Nations Unies. Jamais. Est-ce que c'est normal? Il y a
et plein d'Africains, surtout l'Afrique de l'Ouest, bien représentée, l'Est, Austral, le Nord, mais nous non. Quand moi j'étais aux Nations Unies, je m'excuse de parler de moi-même, j'étais dans le cabinet du secrétaire général. Eh bien, est-ce que vous trouvez normal, à l'époque donc c'était en 66 ans, est-ce que c'est normal que j'étais la première ressortissante de l'Afrique centrale, s'il vous plaît, dans le cabinet du secrétaire général, en 66 ans d'existence des Nations Unies? Et peut-être que ça a changé, je ne me suis pas renseignée récemment, mais en tout cas, jusqu'à présent, en 76 ans, ça n'a pas changé. En 76 ans, il n'y a jamais, j'étais la première ressortissant congolais dans le cabinet du secrétaire général. Un grand pays comme le nôtre, au cœur de l'Afrique, position géostratégique, possédant des minerais stratégiques. Est-ce que c'est... On va continuer comme ça comment? Et c'est là où je voudrais dire que c'est aussi le rôle du pays, c'est l'occasion pour que nous profitions de cette aura qu'il y a en ce moment sur notre pays pour dire non, nous voulons et nous devons occuper notre place dans la gouvernance internationale en présentant des candidats compétents, solides et en les appuyant, pas en les combattant. Comme moi, certains de nos compatriotes m'ont combattu alors que je défendais le pays. Donc, je terminerai en disant, en portant là ma casquette politique, j'aimerais vraiment dire aux hommes politiques, aux femmes politiques de notre pays, c'est pas le moment. C'est pas le moment sur cette question du mandat à l'Union africaine de faire de la politicaille, de faire des messes noires en souhaitant que ce mandat échoue. Est-ce que vous ne comprenez pas que si ce mandat réussit, ça va rejaillir sur tout le Congo et du Congo sur toute l'Afrique? Je vous remercie. Merci, madame. Professeur Masusa. Bonjour à vous tous. Je remercie M. Freddy Mulumba et toute son équipe pour avoir organisé et pour d'ailleurs continuer à organiser ces forums, ces rencontres ici à Fatima pour nous éclairer, nous instruire. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que mon temps est tellement limité ici. Je voulais simplement j'ai relevé 3 petites choses importantes. Mais avant de vous les annoncer, nous devons savoir que dans la culture africaine, il n'y a pas de science indépendante de la spiritualité, donc du sacré. Ça, c'est dans notre culture depuis l'Égypte pharaonique. Vous ne trouvez pas une science développée indépendante du sacré, indépendante de la spiritualité. Le deuxième paradigme que je voulais avancer, c'est que toute science est un subséquent du modèle culturel. Aucune science ne peut se développer sans être intégrée dans un environnement donné. Et donc, j'ai retenu de cette conférence, particulièrement pour le président de la République, à qui je rends hommage ici, et je salue son élévation, son ascension plutôt, comme président de l'Union africaine. Il y a 2 concepts majeurs que le président a énoncés. Le premier concept, c'est l'union sacrée. Tout à l'heure, je viens de vous dire, il n'y a pas de science indépendante du sacré. Donc, c'est quoi l'union sacrée? Deuxième élément que j'ai retenu, c'est le peuple d'abord. Qu'est-ce qu'on entend par peuple?
Et le troisième élément, je l'ai entendu également ici, c'est que, de madame, il ne faudrait pas que ce soit une parodie de gouvernance de l'Union africaine par les Congolais. Il faut que ce soit un véritable lancement, une véritable renaissance de l'Afrique à partir du cœur de l'Afrique qui est le Congo, notre pays. Le sacré dont a parlé le président de la République suppose et impose à chacun de nous d'avoir une conscience historique. Et la conscience historique, c'est la référence à nos ancêtres. Il n'y a pas de sacré en Afrique sans les ancêtres. Et donc, quand il dit union sacrée, moi j'ai compris l'unité des vivants et de ceux qui sont déjà partis. L'unité entre ceux qui sont vivants et ceux qui sont dans le Kalunga, c'est-à-dire dans l'Afrique de la terre, la mer Terre. Et donc, si vous occultez cette relation-là, vous n'avez plus d'union sacrée, vous n'avez plus le terme sacré, parce que vous avez évacué vos ancêtres. Or, les ancêtres, c'est l'ADN de chacun de nous. Ils sont dans chacun de nous. Et cet ADN ne peut jamais, aucunement, être évacué par n'importe quelle volonté. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir avec vous, c'est le peuple d'abord. Le peuple, le concept de peuple n'est pas le concept de la population. La population, c'est un dénombrement sur une surface donnée des gens qui y habitent. Et ces gens forment une population. Mais le concept de peuple appelle nécessairement une prise de conscience. C'est un état de conscience de cette population pour s'unir d'abord. Et c'est là où on forme le peuple. Or, l'unité ne peut se faire que par rapport à l'amour, par rapport à la solidarité, par rapport à toutes ces valeurs, l'harmonie, etc. Toutes ces valeurs que l'Afrique exalte. Dans toute civilisation, vous trouvez les mêmes valeurs, mais la différence, c'est qu'en Afrique et dans la tradition, dans la culture africaine, nous exaltons l'amour, la solidarité, la justice, l'harmonie. Voilà les valeurs qui sont exaltées dans notre propre culture. Et donc, quand on forme un peuple, on dit peuple congolais, il faut comprendre qu'il y a là une conscience élevée vers l'amour. Parce qu'on ne peut pas former un peuple sans l'amour. Et lorsque l'amour est là, c'est que ce peuple crée en lui-même une unité. Or, cette unité n'est autre chose, comme on dit en bon français, l'égrégore. Donc, une entité supérieure. C'est ça qui fonde le peuple. Est-ce que le Congolais est capable de créer cette entité qui transcende toutes les autres entités qui sont venues de l'extérieur? Voilà les questions, voilà le questionnement, la problématique culturelle qui est posée. Et alors, je relève simplement ici quelques éléments de réflexion. Le troisième élément que j'ai pu relever au cours de cette rencontre, c'est qu'est-ce que le président va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va laisser dans un an? D'ailleurs, il n'en a plus pour un an. Il reste pratiquement 10 mois. Ah bon, disons d'ici février prochain, 11 mois. Il y a 3 choses. Nous passons dans l'action, comme disait Mvuluzi, n'est-ce pas, Fumukimbango, Bolingo, Mibeko, Misala. Si vous oubliez cela, vous êtes en dehors de la renaissance de l'Afrique. L'Afrique ne peut renaître qu'en connexion, qu'en reliance avec ses ancêtres. Ça, c'est un. Et la reliance avec les ancêtres intime l'ordre, en quelque sorte, à tout Africain d'avoir le bolingo, de kotosa mibeko et d'avoir du travail.
Vous avez demandé ce que fera le président. Eh bien, c'est ça son programme en réalité. Il doit créer des conditions d'amour, d'aimer l'Afrique. Créer les conditions pour que les Africains aiment l'Afrique. Créer les conditions pour que les Africains respectent les lois. Se respectent eux-mêmes d'abord. Et alors, ils respecteront les lois. Créer les conditions pour qu'il y ait du travail en Afrique. Et le Congo doit être le moteur de ces éléments-là, de ces paradigmes. Il faut l'appliquer dans notre pays. Vous ne pouvez pas demander aux autres ce que vous n'êtes pas capable de mettre en place chez vous. Enfin, pour que le peuple puisse s'accaparer, puisqu'il est dit qu'il faut ramener l'Afrique au niveau du peuple, excusez-moi, eh bien, pour moi, l'action portera sur 3 petites choses. Mais que je résume en un mot, la mobilité. La mobilité. La mobilité qui commence par les routes, bien sûr, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait des routes pour que nous puissions communiquer avec Brazzaville, avec l'Angola, avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la République centrafricaine, etc. Il faut de la mobilité, sans laquelle les Africains ne se connaîtront jamais. Ils seront en autarcie, ils vivront en autarcie et ils ne se connaîtront pas. Une deuxième composante de la mobilité, c'est naturellement l'électricité. Pourquoi je parle de la mobilité de l'électricité? Mais c'est le transport, n'oubliez jamais. Il faut transporter l'électricité. Il a parlé d'Inga, n'est-ce pas? Eh bien, comment va-t-il faire si Inga ne transporte pas, il ne crée pas les conditions de mobilité de l'électricité dans nos villages d'abord et ensuite dans les pays voisins? Troisième élément de la mobilité, c'est l'eau. C'est l'eau. Il doit transporter l'eau dans les tuyaux de Lemba jusqu'à Kimbanseke, de Lemba jusqu'à Ngaba, Selembao, un peu partout. Il faut de la mobilité. Et donc nous ne devons pas rester figés dans nos vieux concepts. Il faut alors, professeur Kamala, déconstruire tous ces concepts surannés, les déconstruire, parce que l'Afrique ne peut renaître que des cendres de ces vieilles histoires que nous aurons brûlées et consumées, pour les transmuter. Alors le terme, pour nous, culturel, ce ne sera pas la révolution. La révolution est une vision extérieure que nous appelons exocentrique. Il nous faut un autre concept propre aux Africains, et non pas celui de Karl Marx, ni de Lénine. Il nous faut de la transmutation. Il faut de la transfiguration. Comme Jésus, qui s'est transfiguré. Mais il s'est transfiguré comment? C'est parce qu'il a rencontré ses ancêtres, Élie et Moïse. Si vous, Africains, vous ne voulez pas rencontrer vos ancêtres, vous les considérez comme des sorciers, vous ne serez jamais transfigurés et vous ne ferez pas cette union, cette unité de l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Matsonsa. Maître Jules Koudibomba, professeur Philemon Mukendi, vous allez intervenir après Maître Jules. Madame Thérèse Mboya. Merci. Avant toute chose, je voudrais remercier M. Freddy. Merci beaucoup. Je vous ai retrouvé dans votre combat habituel. Je vous suis généralement sur Télé 7 avec beaucoup d'intérêt. Depuis longtemps, depuis la lutte contre la balkanisation, je suis. Vous êtes très engagé, j'ai beaucoup aimé ça. Tous les intervenants, j'ai le même sentiment envers eux parce qu'on doit être bref.
M. Freddy a terminé son intervention en disant quelque chose de très intéressant que j'ai aimé, c'est que l'Afrique, il rêve d'une Afrique qui doit devenir actrice donc de premier plan dans l'ordre international. Ça, c'est très important. Et cela peut partir du Congo. Et justement, vous vous êtes approprié ça. Hein? Vous rêvez de cette Afrique. C'est comme Eden Kodjo, justement. Vous avez Baloufou, M. Baloufou a lui martelé, la première comme la deuxième fois, qu'on construit le pays avec des utopies et des rêves. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé, j'ai noté. Alors, je voudrais vraiment maintenant essayer de partager avec vous ce qui me hante aussi. Je voudrais bien construire ce pays avec des utopies et des rêves, mais alors il y a une image qui me vient à l'esprit. On est obligé de réfléchir avec des catégories étrangères. Nous sommes aussi un peu tributaires de notre formation. Platon parlait du mythe de la caverne. Je crois que ceux qui ont étudié un peu de philosophie le savent. Et dans ce mythe de la caverne, il dit que tout ce que nous avons ici sur Terre, ce sont des images. Il existe donc un monde, deux mondes, donc un monde des archétypes dans lequel se trouve le modèle parfait de tout ce que nous avons ici-bas. Et puis, nous ne faisons qu'en reproduire les images. Si bien que le micro que j'ai ici, c'est l'image du micro parfait qui existe dans le monde suprasensible. Eh bien, je vais utiliser un peu ça pour réfléchir. Nos professeurs d'université, ils ont évolué dans la réflexion. Et je me dis que, quelque part, ils ont un niveau de réflexion, de compréhension qui est différent de tous les autres, comme si, justement, quelque part, ils sont allés contempler ce monde-là. Ils reviennent et souvent, ils se plaignent quand ils nous regardent. Les profs, quand ils nous regardent, ils disent, mais tantôt l'enseignement a baissé, tantôt les jeunes ne comprennent plus rien, etc. Alors, les utopies et les rêves que les profs, nos professeurs et les meilleurs d'entre nous, l'élite congolaise, c'est que l'élite congolaise on a du mal à le partager. Il y a des connaissances qui ne sont pas partagées entre nous. Même ceux qui vont à l'université, ils vont apprendre à l'université et quand ils reviennent, on se pose des questions. Quelqu'un m'a dit, un licencié écrit, il ne sait même pas écrire une phrase correcte. Et le prof, ils ne se reconnaissent pas. Généralement, très peu de profs se reconnaissent dans leurs élèves, dans leurs étudiants. Alors, ce monde que nous sommes en train de construire, il se pose un problème dans ce monde-là. La perfection n'est pas de ce monde, mais le perfectionnement, lui, il est de ce monde. C'est-à-dire, en réalité, lorsque, personnellement, je regarde comment nous évoluons aujourd'hui, je me dis que le processus de perfectionnement, ce n'est pas tous les Congolais qui sont engagés. Quelque part, entre l'élite et la masse, le pont peine à s'établir. La manière pour le professeur de communiquer leur savoir, la manière pour l'élite de communiquer son rêve et l'appropriation par nous autres, la masse, les étudiants, le peuple, c'est là justement que se pose un problème. Alors, quand je regarde la télé, parfois, j'essaie de comprendre. Nous avons des grands noms ici, hein, des grands intellectuels. Mais on peut se poser la question, combien de Congolais connaissent la pensée de leurs savants? M. Baloufou a dit tout à l'heure que
le discours de Lumumba, c'est très peu qui connaissent. Mais c'est vrai. Si on se pose la question dans la salle ici, une seule phrase de Lumumba, que quelqu'un puisse la dire maintenant là, je pense que nous aurons de petites difficultés. Alors, je crois personnellement que il y a un travail de remise en question par rapport à notre culture. Ce travail de remise en question doit être le fait de nos élites. Le pont s'établit plus facilement entre les musiciens de brasserie dont a parlé M. Baloufou et le peuple. Quand je regarde la télé, parfois, j'entends quelqu'un dire « Eloba Vienanga » et le nom qui suit, c'est le nom d'un musicien. Hein? Il faut faire ceci, Eloba Vienanga, et le nom qui vient, parfois j'écoute pour savoir si c'est vraiment, on va puiser chez ceux qui ont impacté sur la conscience collective. Mais généralement, c'est des musiciens des rues. Il y a quelques mois, j'étais à Cotonou et dans un hôtel, j'ai pris le temps d'échanger. J'allais là pour une conférence, un atelier international, mais le responsable de l'hôtel a commencé à me parler. Il dit « Vous êtes Congolais ?» J'ai dit « Oui, je suis Congolais. » On échange. Et puis vers la fin, il me dit l'image que nous avons ici chez nous des Congolais quand on parle, c'est des gens c'est des choses que je ne veux pas dire ici, hein? Excusez-moi. Alors, ça signifie, nous avons besoin, aujourd'hui, plus qu'hier, que s'établisse un pont entre ceux qui ont contemplé, entre nos professeurs et les étudiants. On dit tel père, tel fils, ou telle mère, telle fille. C'est-à-dire que quelque part, le peuple, les anciens étudiants reproduisent leurs professeurs. Quelque part, ils reproduisent. Il y a un travail de remise en question que nous devons faire de manière à ce que les utopies et les rêves soient partagés entre ceux qui sont censés transmettre le savoir, que ce savoir nous soit transmis de manière qui soit d'abord à être domestiqué par ceux qui les reçoivent et qu'ainsi ils nous permettent donc de développer notre pays. Je termine avec cet exemple des chaînes de télévision, parce que le rôle, ce n'est pas seulement le rôle des professeurs, mais aussi des journalistes dans le monde de la presse. Lorsque nous regardons dans les autres pays, j'ai vu par exemple, il y a quelques années, un colloque, plutôt une grande conférence sur la nanotechnologie. Je pense que nanotechnologie, hein, c'est la technologie sur les particules qui sont plus petites que l'atome. Hein. Vous voyez, l'atome, on parle de 43 fois, la divisibilité de l'atome jusqu'à 43. Eh bien, lorsque cette conférence se tenait sur la nanotechnologie, j'ai suivi à la télé, on a dû amener cette conférence au stade parce que le professeur, c'était un Japonais, je crois que c'était en France, le professeur était japonais et on disait qu'il n'y avait aucune salle pour contenir ceux qui venaient pour suivre ce professeur de nanotechnologie. Et après la conférence, on a promené un micro et je voyais des jeunes avec des ballons d'air reliés comme ça qui donnaient leurs impressions. Les jeunes étaient très émus. Mais je crois qu'ici chez nous, pour qu'on ait une conférence de ce genre, il faut qu'on parle de religion. Il faut qu'on dise qu'il y a un miracle pour que les gens aillent au stade suivre quelqu'un qui veut partager sa connaissance. Mais qui serait prêt à aller suivre une conférence sur la nanotechnologie? Ce même professeur peut revenir ici. Nous n'allons pas. On ne peut pas y aller. Mais ça, c'est leur technologie à eux. Mais les nôtres, les meilleurs artistes que nous avons ici, les meilleurs scientifiques que nous avons ici, qui se proposent de donner une conférence sur le contenu de leurs recherches. Vous pensez que nous allons venir nombreux le suivre? Non. Il faut donc qu'on établisse ce pont entre ceux qui sont avancés dans la science et les autres, de sorte que la science soit domestiquée. Comme ça, nous allons avoir de l'intérêt. Ceux qui sont proches de nous, c'est beaucoup plus
les musiciens et les pasteurs. Pour partir, rappelez-vous, je me suis intéressé dernièrement à ce qui est arrivé à Bandal. Nous avons connu un truc intéressant, le monolithe de Bandal. Et moi, je suis intéressé quand je vois les jeunes approcher pour regarder. Les gens regardent, mais ce qui est intéressant, ce n'est pas ce qu'ils ont fait au monolithe, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau avant qu'on déchaîne de la violence sur ce monument. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? Et ça, on peut le savoir en écoutant un peu comment ils réagissent. J'ai entendu dans les réseaux sociaux quelqu'un dire « Ah, Biloga Batawa Science, oui. Oh, c'est quoi là, le Rose-Croix. » Donc, tout de suite, ce qu'on ne comprend pas, donc, l'effort, comme l'effort n'est pas là, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que non, et loko tozo comprendre dans côté, et loko il faut zalakaka et outina batoba science. Et paf, on déchaîne la violence. La violence, c'est un mode de survie. C'est une violence de survie. Ils disent, bon, eh ben, nous devons survivre. Et pour survivre, il faut détruire cette histoire qui peut nous porter malheur. Et derrière, en fait, c'est l'enseignement d'un pasteur, c'est le discours que l'on a entendu lors d'un séminaire biblique, etc. Et très peu ce que l'on a entendu des meilleurs de nos chercheurs. Donc nous avons besoin de cet effort de perfectionnement. Je vous remercie. Bonjour. Moi aussi je félicite évidemment Freddy et les deux conférenciers pour leur brillante intervention. Je veux quand même dialoguer avec les conférenciers, je crois que ça fait partie du programme. Je voudrais d'abord m'adresser au prof Baloufou. Professeur, ne pensez-vous pas que l'Afrique gagnerait à une alliance stratégique avec la diaspora noire dans sa construction à laquelle nous assistons? Je ne parle pas de la diaspora que vous êtes aujourd'hui, que nous avons tous été. Non, je parle de la diaspora arrivée en Occident à la faveur de la traite négrière. Vous le savez bien, l'idéal panafricaniste est né justement dans la diaspora. C'est notamment l'initiative de deux Haïtiens, Benito Sylvain et Antenor Firmin, ainsi que Sylvester Williams. Et puis aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup d'afro-descendants, comme on les appelle, donc les descendants d'esclaves noirs, qui sont attachés comme à l'Afrique, sous diverses formes. Il y en a qui recherchent encore les traces de leurs ancêtres en Afrique, etc. Alors, est-ce que pour ces raisons, il ne serait pas fructueux, il ne serait pas raisonnable pour l'Afrique qui se construit de pouvoir s'appuyer sur cette diaspora, qui pourrait beaucoup apporter à notre continent? Je crois que vous êtes bien placé pour nous éclairer là-dessus. C'était ma première question. La deuxième, qui est un peu liée à la première, c'est est-ce que vous pensez que l'afrocentricité peut être d'un quelconque apport à la Renaissance africaine? Alors, au pauvre Kamana, j'ai un petit nom mais que je ne veux pas utiliser ici. Est-ce que tu penses que la communauté panafricaine voulue par le président peut se réaliser sans la conscience d'appartenance africaine? Si les Africains que nous sommes, nous n'avons pas la conscience d'être d'abord des Africains, mais d'être des Ibo, des Songé, je ne sais pas moi, de Tonga, etc., est-ce que vraiment la construction africaine a un avenir? Est-ce qu'elle a une effectivité? Donc en fait, c'est aussi la question d'une certaine citoyenneté africaine. Est-ce qu'on peut parler d'une citoyenneté africaine qui reste un processus évidemment à construire, et de quelle manière? Nous avons tous apprécié ce que tu as développé sur le nouvel homme congolais. Évidemment, tout le monde se retrouve. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit, auquel j'adhère. Mais il y a quand même deux petits points sur lesquels j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que le nouvel homme congolais peut se construire sans conscience historique? Le prof Masson a évoqué le concept, mais toi, tu n'as rien dit à ce sujet. En fait, est-ce que, prof, tu connais Ngundamba? Ngundamba? Non. Mais Gorée? Oui, oui.
l'île de Gorée était un centre de triage d'où partaient les esclaves qui étaient rassemblés au Sénégal. Mais ici, dans notre pays, entre Mwanda et Boma, nous avons une île, nous avons notre Gorée à nous, où on trouve encore beaucoup de traces de la traite négrière. Des chaînes, des constructions en ruine où les esclaves étaient entassés. Mais évidemment, c'est en ruine comme tout le reste, puisque notre amnésie collective est phénoménale. Je crois que, je ne sais pas si tu penses que ça fait partie de ce mal congolais. Alors, est-ce que si nous continuons sur cette lancée de l'amnésie collective, même si aujourd'hui c'est vrai, on voit l'un ou l'autre monument, mais l'histoire reste encore absente, non seulement des manuels, mais aussi de la vie quotidienne, si je peux dire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là un paramètre qu'il faudrait prendre en considération? Comme il faudrait, je reviens encore à la question tout à l'heure sur la communauté panafricaine, et maintenant je parle de l'homme congolais, de la conscience collective. Nous assistons quand même à une fragmentation ethnique très dangereuse aujourd'hui. Hein. Les Baluba, je ne sais pas qui, et toutes sortes d'ethnies qui sont souvent en conflit plus ou moins larvaire. On a vu ce qui s'est passé à Yumbi il y a plus d'1 an. Alors, est-ce que dans ce contexte, le nouvel homme congolais, même si, bon, c'est vrai, si la raison est utilisée, on pourrait peut-être y arriver. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Ce matin encore, hein, j'étais en état de demi-sommeil, je comprends que les postes au bureau du Sénat allaient être distribués à des provinces, si je peux dire. Tel poste pour le Grand Congo central, etc. Bon, je ne sais pas, pour toi qui as beaucoup voyagé, je ne sais pas si c'est un paramètre qui est très courant dans la politique des autres nations ou si c'est encore une de nos spécificités. Les intervenants vont devoir répondre aux questions. Il n'y en a pas beaucoup quand même. Des réactions. Voilà. Donc je vais d'abord profiter pour remercier le professeur Massonsa pour nous avoir remis sur un éclairage très important qui m'a toujours fasciné dans ce pays qui est le mien, où je ne vis pas, mais je viens y travailler. C'est la notion de l'ancêtre. En 2006, j'ai eu assez de temps devant moi pour pouvoir venir ici quand cela était possible et rencontrer des jeunes, surtout qui se destinaient aux études de cinéma ou dans les écoles d'art. Je dirige un programme international qui s'appelle la manufacture de l'imaginaire, qui est destiné à aider les jeunes à mettre leurs idées en place quand ils veulent faire le métier des arts. Et j'étais assez étonné. Je sortais presque d'une distraction. J'avais pas vu ces pays sombrer complètement dans les bondiaiseries. Et je découvrais que chaque fois que j'ai parlé aux jeunes, ils se référaient à la Bible. Il y a dans les conversations congolaises 3 livres qui reviennent souvent. La Bible, Machiavel et un livre qui s'appelle 48 machins de pouvoir. Et si vous regardez ça philosophiquement, je dis bien philosophiquement, excusez-moi si je peux titiller la foi de ceux qui ont le dogme, si vous regardez ces 3 livres philosophiquement, c'est des livres qui apprennent aux gens à faire du mal aux autres. Et c'est assez étonnant que ce soit le livre de chevet de jeunes ici. Et j'avais coproduit un travail de recherche ici sur le gens de 40 ans pour leur demander juste quel était leur livre de chevet. Il y avait un roman qui revenait souvent, c'est Paulo Coelho, que je connais bien, mais qui est un formidable écrivain, mais un écrivain catholique, hein, qui est un peu enserré dans le dogme, et c'est son droit de voir les choses sous cet angle-là. Donc, on a du référentiel ici. Et je le dis en citant le professeur Massonsa parce que j'étais toujours étonné de voir que le Congolais était repoussé ses ancêtres. On lui dit dans ses églises que ses ancêtres sont des sorciers. Mais nous savons bien que l'ancêtre, c'est la contraction des êtres anciens, de ceux qui nous ont précédés. Mais ceux qui nous ont précédés, si nous regardons la Genèse, c'est ce que Dieu a créé. Parce que nous sommes la continuité de là d'où nous venons. Mais il y a une chose aussi qu'on a appris aux colonisés que nous sommes. Nous sommes peut-être le seul peuple à qui on a parlé de la préhistoire.
je suis un ancien étudiant des classes d'histoire, la préhistoire, c'est juste ce que le colonisateur dit aux colonisés, vous existez que du moment où vous m'avez rencontré. Il n'y a que dans ces continents décolonisés où on enseigne la préhistoire. Alors que nous savons tous que l'histoire est une continuité linéaire. Mais on a dit aux colonisés, non, non, vous n'existez pas avant moi, parce que Diego Cao vous a découvert. Et nous avons intégré toutes ces choses-là qui nous ramènent souvent à un regard très péjoratif et dégradant de nous-mêmes. C'est là où intervient tous les questionnements de la philosophie, de l'imaginaire et de la représentation. Et j'en profite juste pour les questions d'avant. Notre pays prend des initiatives que nous abandonnons. Effectivement, je parlais ici des infrastructures culturelles. Nous avons dans ce continent 3 grands rendez-vous, entre autres, de lieux culturels qui sont estampillés panafricains. Nous avons pour le cinéma le Festival panafricain de Ouagadougou qui se tient tous les 2 ans. Nous avons pour la musique le Festival panafricain de musique qui est à Brazzaville, le FESPAM. Et nous avons le marché panafricain des arts du spectacle qui est le Massa et qui est à Abidjan. Les 2 derniers ont été pensés dans ce pays. Et l'homme ancien que nous voulons chasser de ces pays, pour lui, les idées étaient des alibis d'enrichissement. Donc toutes ces idées sont parties ailleurs. Le FESPAM est à Brazzaville. Nous n'avons pas dans ces pays, demi-continent, un lieu de référent panafricain, que ce soit artistiquement ou intellectuellement. Parce que nous sommes ici aussi pour prendre le relais derrière le président Tshisekedi et que moi j'ai eu cette chance, et je l'en remercie, de m'avoir appelé pour me demander comment allons-nous faire pour amener Patrice Lumumba à la maison. Et dans sa construction, dans sa pensée, il s'est dit, et là, Madame Makombo l'a bien dit, je l'appelle Madame, mais c'est aussi ma sœur, je le dis comme ça, le président a dit, mais qu'est-ce qui va rester de cette année où nous serons à l'Union africaine? Bon, la première tendance, c'est de lui dire, il va rester un homme congolais amélioré. Mais son idée, c'est de construire l'Institut panafricain Patrice Lumumba. À Lumumbaville, on a loi où Patrice Lumumba est né le 2 juillet 1925. Et je le dis ici, faisant un appel à vous, c'est une idée. Quand un leader émet une idée, il nous sied à nous de nous réunir pour en proposer le contenu. Une idée dite par un président, c'est un contenant. C'est à nous de mettre dans un contenant ce qui convient. Et cette idée de l'Institut d'études panafricaines, ce n'est pas une idée d'une université, mais c'est une idée d'un lieu de recherche. Je suis moi-même président de la bibliothèque Patrice Lumumba, qui est à Bruxelles, qui a une collection d'à peu près 120 000 livres, et nous cherchons par tous les moyens à les digitaliser, à partager le plus loin possible, mais à ramener ces livres physiquement dans notre pays. Donc il y a des initiatives, mais ce ne sont pas des initiatives du président. Le président, il donne une indication. Et moi, j'ai fait appel à vous ici, je reste ouvert pour que nous puissions ensemble construire. Moi, je suis d'une formation de cinéaste, je ne suis pas un soliste. Je suis formé pour être un directeur qui s'appuie sur des spécialistes. Que va-t-il laisser dans 1 an? Donc, je vais un peu dans ce sens-là. Les idées sont sur la table et venons vers ces idées avec une mobilité. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait une mobilité de la pensée. Il faut aussi qu'il y ait une mobilité de volonté. À côté de la révolution de la raison, il faut une mobilité de la pensée. Je pense qu'il a dit ici par rapport à qu'est-ce que nous donnons aux jeunes, qu'est-ce que nous donnons en enseignants. C'est une mobilité. Et cette mobilité dans ce pays, elle manque de générosité. Quelqu'un me disait hier, dans un débat d'après-dîner, qu'au Congo, tout le monde se réclame de Dieu. Mais quand on voit ce qu'ils font, on se demande qu'est-ce qu'il reste au diable à faire. Donc, corrigeons ces paradigmes en le regardant droit en face, en nous disant qu'avons-nous fait de nous-mêmes. La diaspora africaine, je disais ici que j'étais en 2009 conseiller de la ministre algérienne
de la culture, Madame Toumi, j'étais conseiller chargé de l'Afrique subsaharienne et de la diaspora. Il s'agissait de quoi? Si vous voyez 2009, l'Algérie sortait de 10 ans de guerre. Et l'Algérie avait une image d'un pays infréquentable, terrorisme, tout ça. Et les Algériens ont décidé qu'ils allaient devenir fréquentables. Et ils m'ont confié la mission de ramener en Algérie, par tous les moyens possibles, tout ce qui était afro-descendants et africains. Et on a, vous savez, le rôle que l'Algérie a joué dans les guerres anticolonialistes jusqu'en Afrique du Sud, ce qu'on appelle les leaders du front, Mandela et les autres, ont été formés dans les camps militaires d'Algérie et du Maroc. Donc, nous avons ramené en Algérie tout ce qui comptait, qui compte encore, jusqu'aux Black Panthers et aux révolutionnaires guinéens et autres qui comptent encore. Mais que pouvons-nous faire dans notre programme aujourd'hui? Le programme Lumumba, c'est pas juste ramener le reste de Lumumba, c'est ramener aussi des archives, de la mémoire, mais ramener aussi du lien. Peut-être que les gens ne le savent pas beaucoup, le terme crime contre l'humanité a été créé par un noir américain, George William Washington, qui, visitant Boma, il trouve des horreurs et écrit cette lettre célèbre, la lettre ouverte au roi des Belges et souverain de l'État indépendant du Congo, où il dit « Messieurs, vous serez un jour accusés de crimes contre l'humanité ». Et George William Washington sera empoisonné par les sbires de Léopold II à son retour à Liverpool, où il rentrait à l'Ohio aux États-Unis. Nous avons dans ce pays le pasteur William Shepard, qui a fait connaître au monde entier le magnifique art Cuba, qui vivait dans le pays Cuba et que Léopold II aussi a attaqué en procès parce qu'il avait dénoncé les crimes de Léopold II. Tous ces gens-là, nous devons les honorer. Nous devons les relier à notre histoire. Vous connaissez sûrement le grand écrivain américain Mark Twain, pour ceux qui ont vu Huckleberry Finn et d'autres livres ou d'autres séries pour enfants. Mark Twain est l'écrivain qui est allé à la Maison Blanche pour dire au président américain « il faut arrêter votre soutien à Léopold II ». Et ça a été fait. Et c'est ça la force des écrivains. Les grands pays savent donner la place à l'intelligence. Vous voyez, Mark Twain va à la Maison Blanche dire au président « le Congo a besoin d'autre chose que des crimes de Léopold II. Il faut arrêter de soutenir Léopold II. » Et ça a été fait dans la semaine qui suivait. Léopold II perdant le soutien américain, ils ont sorti cette phrase de propagande qui aujourd'hui fait encore sourire quelques esprits intelligents que Léopold II a légué le Congo à la Belgique. Donc, je pense que quand on dit la diaspora des afro-descendants, il y a tout ça. Et nous pensons qu'il est grand temps que le Congo, qui est au cœur de l'Afrique, puisse renouer. L'ambassadeur de Cuba disait, nous n'avons pas besoin de célébrer la rumba. Nous avons besoin de réfléchir sur la route de la rumba. Mais qu'est-ce que c'est la route de la rumba? C'est la route qui amène les esclaves du Congo vers le Brésil, vers Haïti, vers Jamaïque, Barbados, Trinidad, Colombia, Cartagena et ailleurs. J'ai enseigné en Haïti. En Haïti, quand vous êtes Congolais, on vous appelle l'ancêtre. Avec beaucoup de respect. On vous appelle l'ancêtre. Mais parce que vous êtes l'ancêtre. Et de même qu'en Dominique. Parce que l'ancien Haïti, c'est Dominique plus l'Haïti d'aujourd'hui. On vous appelle ancêtre avec beaucoup de respect. Et nous sommes encore, et le président Tshisekedi en est conscient, à donner à Haïti un petit strapontin à l'Union africaine d'observateurs. Alors qu'Haïti est une nation complètement et entièrement africaine. Et ça, je pense que nous en sortirons. Donc, je pense que la diaspora peut jouer ses rôles, mais la diaspora congolaise aussi. Attention, je pense que quand on dit diaspora congolaise, on est souvent dans la polémique. Moi, je me sens congolais de l'étranger. Le terme diaspora me pose un peu beaucoup de problèmes parce qu'il y a aussi de la sociologie et de la culture à poser. Mais nous sommes un tout. Nous sommes un tout, nous devons nous appuyer sur les différences, nous devons nous appuyer sur notre riche diversité et ramener vers ces pays de nouvelles réponses à des anciennes questions. Enfin,
l'afrocentrisme. Je pense que l'afrocentrisme, tel que moi je l'ai vécu dans le domaine artistique, a du bon et a du mauvais. Parce que les centrismes ont toujours des extrémistes. Hein? Je pense qu'on peut célébrer l'Afrique sans minorer les autres apports. Hein? On peut mettre l'Afrique au centre. Et nous disons ici, le peuple d'abord, ça veut dire la culture d'abord, parce que la culture c'est le peuple. Ça veut dire que nous ne pouvons pas réfléchir désormais sans penser à nous. Sans penser à nous, pas ceux d'aujourd'hui. Nous sommes d'une culture bantoue où on fait les choses pour ceux qui viendront. Dans notre culture, on ne travaille pas pour le présent. On travaille pour ceux qui viendront. Et je vais juste terminer sur cette question en vous racontant une petite anecdote. Monsieur Leroux était le dernier magistrat qui a jugé Patrice Lumumba. Monsieur Leroux, dont le fils est un ancien recteur de l'université de Louvain-la-Neuve, est arrivé au Congo après la guerre mondiale, il avait 24 ans. Et il arrive, il est licencié en droit, on le colle procureur. Et on lui dit, vous savez, ces gens n'ont pas d'émotion. Ces gens, c'est des nègres, ils ne pensent pas. Et puis, le premier matin, on vient le réveiller pour lui dire, vous savez, il faut aller voir un cas judiciaire parce qu'il y a un monsieur qui s'est pendu. Ben, lui dit, pour se pendre, il faut avoir de l'émotion. Pourquoi des gens sans émotion peuvent se pendre? Et il se rend au village, on lui dit, il s'est pendu parce que sa femme l'a quitté. Mais pour se pendre parce que votre femme vous a quitté, il faut avoir de l'émotion. Donc tout d'un coup, monsieur le roi commence à se poser des questions. Lui qui venait de vivre en Europe les horreurs de la guerre mondiale. Vous savez que l'Occident est la seule civilisation qui a créé l'horreur à sa porte. Et qui a porté l'horreur des autres. Et c'est le problème mémoriel qu'on a en Afrique. L'horreur que l'Occident nous a amenée a été amenée en outre-Atlantique. Donc les Africains ont du mal à comprendre la souffrance des Africains de l'autre côté de l'Atlantique, mais on oublie qu'il y a aussi des Congolais de l'autre côté de l'océan Indien. Si vous allez dans le sud du Kerala, l'état du Kerala, c'est un état noir, où chaque année, on célèbre Patrice Lumumba. Hein? Mais souvent, nous pensons l'Atlantique. Nous ne pensons pas l'Indien jusqu'à Oman. On trouve des communautés congolaises. Comme on trouve des communautés congolaises en Jamaïque, aux Barbades, à Cartagena ou à Bahia. Et ça, on ne le pense pas souvent. Le Congo a des alliés naturels qui peuvent y arriver. Et je vais terminer sur l'histoire de M. Leroux. Donc, M. Leroux, un jour, on vient lui dire, il y a un problème, il faut que vous soyez témoin parce que l'État colonial va acheter des terres. Donc, M. Leroux prend son arropage, va s'asseoir avec le chef coutumier et l'administrateur de colonie qui vient pour acheter de terres. L'administrateur de colonie explique au chef qu'il va acheter de terres pour construire des maisons pour l'administration. Et le chef se fait interpréter par son fils. Et le chef dit, quelle terre ils veulent? Il dit, vos terres. Il dit, mais nous, on n'a pas de terre. Ben, comment vous n'avez pas de terre? Parce que nous, on n'a pas de terre. Nous, on n'est que des gardiens de terre de ceux qui viendront. On va lui vendre quelle terre? S'il veut nous donner son argent, nous allons prendre. Mais quand les propriétaires viendront, ils vont se battre. Parce que nous ne sommes que le gardien de ceux qui viendront. Et dans ces pays, on a perdu cette notion qui était derrière la loi Bakajika sur le foncier. On a agi et on agit sans regarder les ancêtres, sans regarder derrière. La terre congolaise n'est pas intervendable parce qu'elle n'appartient pas à celui qui met la signature. Elle appartient à celui qui n'est pas encore né. Et ça, c'est une notion fondamentale de notre être. Et cette notion, nous la perdons, et nous la perdons même d'une façon assez incroyable. Le nombre de problèmes que nous avons sur le foncier en tant qu'héritage. Comment on peut morceler la terre que vous a laissée votre père? Comment pouvez-vous effacer la mémoire de votre père en vendant ce qu'il vous a laissé? C'est-à-dire l'aveu le plus simple de l'incapacité à se réfléchir soi-même. Donc, d'un côté, on peut aussi ramener l'afrocentrisme à la coterie, à la tribu. Hein? Mais nous savons tous, la tribu, c'est comme le racisme. C'est une maladie psychologique. C'est une sorte de déchéance de soi vis-à-vis des autres. Pourquoi vous allez en vouloir à quelqu'un parce qu'il est dans une tribu et pas la vôtre?
Donc tout ça, je pense que si nous partons à la recherche du nouveau Congolais ensemble, le président Tshisekedi a tracé un chemin. Mais ce n'est pas lui le technicien de la pensée. Lui, il est la locomotive. Et nous allons nous arrimer à cette locomotive pour que nous distribuions la pensée. Je vais juste terminer en disant, il y a une chose aussi que vous avez remarqué aussi ici. Quand le président parle, il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de relais. Il n'y a que la polémique. Personne ne s'assied pour réfléchir, pour dire, bon, il a parlé, maintenant c'est nous, les techniciens de la pensée, à donner la direction à notre peuple, la relation avec le peuple. Donc, il est grand temps, le moment est venu. Nous sommes dans ces tournants importants, c'est les plus importants tournants de notre histoire. Il a fait sa part du chemin 2 ans, il a dit je veux déboulonner, il a déboulonné, mais une fois qu'on a déboulonné, ça veut dire que nous devons réassembler les pièces, redonner un nouveau sens, dire à notre peuple quel est le sens de sa place dans l'univers. Et cette place-là, croyez-moi, je suis désolé de le dire ouvertement, n'est pas que dans les églises, il est dans les pensées. Je vous remercie. Je voudrais ajouter un témoignage concernant la diaspora. Oui. Nous sommes arrivés à New-Orléans, en Louisiane. Nous sommes arrivés, c'était la première fois que j'arrive là-bas. Je suis à l'hôtel. J'ai vu... Allô? Je suis à l'hôtel. J'ai vu deux filles qui nous servaient. Je regarde sur la poitrine, Chamala. Son nom. L'autre nom, Simba. Chimba. Mais je regarde la morphologie des Congolais. On peut dire les enfants, les esclaves. Je passe un temps, on me raconte qu'il y a Congo Square ici. Il y a une prison qu'on appelle Angola. Maintenant, je pose la question, comment c'est arrivé ici? On nous explique que Congo Square, quand les esclaves voulaient, comment dirais-je, se défouler, ils partaient chanter. C'est comme ça que cette place est restée Congo Square. Avant de partir, on a rencontré un jeune noir. Quand vous les voyez, quelle pauvreté. C'est comme au village chez nous, à New-Orléans. Et qu'est-ce que le noir m'a dit? Il dit, mon frère, quand on aura de l'argent, on va nous respecter. Et tant qu'on est pauvre, comme nous sommes là, on ne va pas nous respecter. Donc, j'ai pleuré cette image que j'ai eue en Amérique. Et quand je rentre ici chez nous, combien de Congolais connaissent que l'Amérique est notre patrie aussi? Combien? Combien de Congolais connaissent qu'il y a des Noirs américains qui viennent d'ici? Ils ne connaissent même pas. Mais le fond du problème est politique. Les hommes politiques ne jouent pas les francs jeux. Je dirais que ce sont des mercenaires. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on soit dans ces pays avec une histoire douloureuse. Nos enfants ne connaissent pas l'histoire. J'ai jamais vu. Je vous prends un exemple. En 2010, c'était le cinquantenaire de l'indépendance. Je vous assure, c'est là où j'ai trouvé qu'il y a un complot contre notre propre pays. J'étais DG de Télé 7. J'ai organisé 28 émissions avec le professeur de l'université de Kinshasa et d'autres profs. À la télévision nationale, rien. J'ai vu le général Kaloumé, il a parlé de caravane. On fait du bruit, on fait le tour. Même ceux qui travaillaient n'étaient même pas payés. À la fin, même pas un livre. Qu'est-ce qu'on a retenu? Rien. Donc moi, ma peur est que si nous nous laissons encore marcher sur les pieds, Félix Antoine Tshisekedi va échouer avec son mandat. Parce que ceux qui ne veulent pas que l'Afrique se redresse, que l'Afrique prenne conscience, sont déjà mobilisés. L'exemple est là. Il a fait le discours, combien de débats? Où sont les historiens? Où sont les livres? Mais chacun se bat pour avoir un petit poste. Et d'autres ont peur de parler parce que tel ambassadeur va l'appeler. Tel homme d'affaires. Donc, vous voyez, on n'a pas d'élite. Il faut créer une élite qui est capable d'affronter. La liberté a un prix.
Ces pays méritent de grands hommes. La chance que nous avons aujourd'hui, que Félix Tshisekedi soit un panafricaniste convaincu. Maintenant, il faut une base intellectuelle. Des penseurs doivent s'organiser. Il ne faut pas attendre qu'on vienne vous chercher. Ce que nous faisons ici, qui m'a demandé? Personne. Mais en tant que citoyens, nous disons, nous organisons. Ceux qui veulent faire la guerre, là, on va les affronter. Parce qu'il faut qu'on comprenne que dans ce monde, tout est question de rapport de force. Et le premier rapport de force est intellectuel. C'est tout. On ne peut pas tuer la vérité. On ne peut pas tuer la vérité. Mais à Kinshasa, tout le monde a peur, on comprend, on est traumatisé. Le travail à faire, il faut le construire, il faut le formater. Et sans ça, et ça doit passer par l'école. Quand les profs vous parlent de l'université, c'est anormal. Vous partez à l'université, et les professeurs, et les étudiants sont tous dans la confusion. Vous voulez voir quoi? Et personne n'a même le courage de critiquer. Entre vous, en tant qu'intellectuel, en tant que prof, personne ne critique. Celui-là peut prendre de l'argent, il y a une thèse de complaisance, tout le monde est normal. Donc nous devons faire un grand effort de nous remettre en cause. C'est là où l'importance de la philosophie. Le mal congolais est que beaucoup d'élites congolaises n'ont pas étudié la philosophie. Non seulement la philosophie des Blancs, mais aussi la philosophie africaine. L'exemple de l'histoire, Cheikh Anta Diop, qu'on ne parle pas beaucoup à Seis, il avait publié un document sur l'industrialisation de l'Afrique. Depuis 60. Mais quand on parle d'industrialisation de l'Afrique maintenant, oh non, c'est la Banque mondiale et les Chinois. Vous voyez le problème? Oh, Cheikh Anta Diop a tout tracé. Les chefs d'État africains ne veulent pas citer le nom de Cheikh Anta Diop. Dès que vous citez, faites attention. Qui parle là? Les Européens. Parce que les Américains s'en foutent. Même les Britanniques, ils sont un peu très libres. Mais les Européens nous font la guerre. Ceux qui sont dans la salle transmettent les messages. On ne se laissera pas marcher sur les pieds cette fois-ci. Qu'ils comprennent, c'est un combat. Donc nous faisons ces conférences pour que notre jeunesse prenne conscience et se prépare à se battre. On ne fait pas ça, vous serez esclaves des autres. Hier, c'était des Blancs. Demain, vous aurez les Chinois. Les Nigériens. Il faut comprendre que d'autres peuples risquent de nous envahir et nous dominer. Donc, préparez-vous, surtout à la jeunesse, mais il faut s'organiser. Parce que notre faiblesse, on vit tellement de désordre, à tous les niveaux. Il y a des Congolais, que ce soit en politique, ils arrivent en retard avec des explications. Donc, les problèmes, nous changeons l'élite. Il faut la changer. Et pour ça, il faut se battre. Mais ce qui est bon, comme Félix est là, il est du bon côté de l'histoire. Il faut l'aider à réussir. Parce qu'on peut tout ce qu'on peut dire ici. Si ça n'a pas de relais en politique, vous perdez votre temps. On va vous oublier. Maintenant, on a quelqu'un de sûr. Et quand il a fait son discours, quand j'ai lu son discours, j'étais très content. J'ai dit, au moins il y a quelqu'un. Maintenant, nous faisons quoi? On s'organise pour nous battre. Les soutenir pour que les projets aboutissent, tout en sachant que les ennemis du peuple sont là. On les connaît bien. Qui remettent notre histoire en cause. Quand vous voulez dire ça, non, le Mumba, il est mort pour la femme. C'est ça l'image qu'on donne. Mouzé Kabila, il prenait la bière. Donc, il n'y a que ces clichés-là. Donc les enfants perdent des repères. Donc si nous ne faisons pas ce que nous faisons ici, on n'ira nulle part. Donc nous faisons ces conférences. Je pense vers la fin, je vous donnerai le prochain programme sur notre héros national, Joseph Kasavubu. On va en débattre pour donner des repères à ces jeunes, que ces pays aient des hommes honnêtes, intègres. Aujourd'hui, tous les voleurs sont des chefs et ça devient la référence. À l'aéroport de Kinshasa, vous trouvez quelqu'un avec un gros ventre, mais un voleur. Donc quand il passe à président, toi tu veux un professeur d'université, on ne te sait même pas. Donc on a tout à renverser. Donc au lieu de se plaindre, il faut passer à l'action. On prend leur place. Parce qu'on ne peut pas laisser les médiocres nous marginaliser, nous maltraiter. Nous sommes intelligents, nous faisons par tous les moyens, on s'organise pour prendre leur place et nous changeons la société. Si on ne fait pas ça... Le professeur Philémon Mukendi m'a posé la question sur la conscience historique. Je répondrai en disant, la conscience historique d'un peuple, ça se construit. Et tout peuple
qui veut être grand doit avoir des institutions et des organisations chargées d'animer sa conscience historique. Et le problème chez nous au Congo, qui se charge d'animer la conscience historique en termes d'institutions, d'organisation et de capacités à mettre dans la tête de tous les peuples certains repères que l'on ne peut pas oublier. Il y a à peine quelques écrivains. Les images que les jeunes générations devraient avoir de notre pays. Je suis toujours effaré de voir la manière négative dont les Congolais parlent du Congo. Comme si, depuis la nuit des temps, nous avons toujours été ce que nous sommes devenus au cours de la période de Mobutu. Et on oublie toutes les périodes lumineuses. Le professeur parlait des églises. Quand vous observez le discours des églises, on est convaincu que tout ce qui est spirituel et que nous pouvons vivre là, ça nous a été amené d'ailleurs. Que la Bible, ça vient d'ailleurs, Jésus-Christ, ça vient d'ailleurs, et on en parle avec un regard extérieur et l'interprétation de toutes les traditions. Là, on voit tout ça de l'extérieur avec le regard des autres, jusqu'à valider dans la tête de nos propres enfants que nous sommes des maudits. Et que cela est dans la Bible. Alors dites-moi, quand vous dites aux enfants que vous êtes des maudits, et que c'est écrit dans le livre qu'ils ont chacun dans la maison, parce que c'est le seul livre qu'on trouve dans les familles au Congo. Alors ils le lisent avec ses yeux-là. Voilà, le livre de Dieu affirme que nous sommes, notre conscience historique commence par la malédiction. Tout s'enchaîne et quand ça arrive, oui, c'est la malédiction. Et tu vois, ces réflexes à sortir, même là où tu ne t'y entends pas, à l'aéroport. Quand on revient, on voit les Congolais, ils se précipitent pour être les premiers. Un jour, j'ai osé dire, s'il vous plaît, mais on peut se mettre en file pour... Il y a quelqu'un qui était derrière moi, qui me semblait vraiment être quelqu'un de bien formé. Il me tape sur l'épaule. Je dis, hey, monsieur, s'il vous plaît, nous sommes au Congo. Alors je dis, mais comment ça, nous sommes au Congo? Donc pour lui, le Congo, c'est ça. Alors je lui ai répondu, eh bien, c'est ce Congo-là que nous allons changer, il faut nous mettre en chemin. Et j'ai vu aussi quelqu'un d'autre qui s'est fâché, un Congolais, lui venait il voulait aller en Belgique. On s'est précipité pour aller acheter le Go Pass. Alors, imaginez, la petite salle où on était, c'était impossible qu'on se mette à se battre. L'homme s'est fâché et il nous a engueulés tous. Il a dit, mais vous vous prenez, vous êtes des bêtes, vous êtes des idiots. Allez, mettez-vous en rang. Figurez-vous que nous nous sommes mis en rang. Ah, j'ai dit donc, il y a quelqu'un qui peut donner l'ordre pour qu'on se mette en rang. Mais il faut pour ça qu'on mette dans la conscience de notre peuple que nous avons des gens qui ont été capables de nous mettre en rang, c'est-à-dire de nous donner une grande conscience. Une nation comme la nôtre, où on trouve Kimpavita, où on trouve Kimbangu, où on trouve Lumumba, où on trouve Malula. Je dis, mais comment cette nation peut se comporter comme nous nous comportons? Il y a quelque chose à changer. Alors, c'est notre rôle, à nous les forces intellectuelles, la communauté scientifique et tout ça, d'expliquer à tout moment qui nous sommes. Et là, nous serons respectés.
quand nous disons qui nous sommes, nous étions en Belgique, si vous vous souvenez, professeur Philémon Moukeni. C'était au moment de l'authenticité et des abacos. Mais nous avons imposé une image aux Belges et aux policiers belges. Quand nous étions en abacos comme ça, personne n'osait approcher, on dit ce sont des Aïrois. Parce que si tu cherches problème, vous avez vu, quand notre président était candidat à la présidence, mais les Belges ont ressorti une cassette vidéo là, où on voyait notre président se battre contre les policiers belges. Moi j'ai dit, mais pourquoi ils sortent ça maintenant? Qu'ils se soient battus, est-ce que c'est un problème? Nous, on s'est battu pour exister parce qu'on voulait être respecté. Donc nous avons la responsabilité. Le nouvel homme congolais que nous sommes, et j'imagine que nous le sommes tous, parce que nous ne pouvons pas être les anciens. Nous avons alors à faire le travail de construction de la conscience historique. Et pour ça, je suis content que nous ayons un cinéaste, celui qui est dans le domaine de la construction des images et de la construction des mythologies, par lesquelles un peuple devient ce qu'il est. Il a rappelé ici comment les Américains construisent leur mythologie américaine. Nous tous, nous connaissons Rambo, mais Rambo nous est présenté seulement pour nous montrer une certaine Amérique. Et les gens croient que Rambo, ça c'est l'Amérique. Et les Américains, ils ont cette force-là, ils sont Rambo. Nous sommes qui? Il faut que le travail d'image, là, ça nous soit aussi présenté avec des mythes comme ça, où on voit des Congolais, voilà, un Congolais ne perd pas le combat. Nous avons le champion de boxe, Ilunga Makabu. C'est un grand champion, mais il faut une mythologie autour de lui. C'est un Congolais, il frappe tout le monde, il est champion, mais on peut faire un héros comme ça à mettre dans le cinéma congolais. On ne peut pas seulement avaler la mythologie, la petite mythologie amoureuse des Nigérians, pour qu'ils deviennent maintenant, on traduit même en français, et ça passe tous les jours, et les gens, ils aiment ça, mais ils ne voient pas ce qu'il y a derrière. Alors nous produisons quoi? Où sont nos cinéastes? Il faut une grande école de cinéma pour la construction de l'image de l'homme congolais. C'est ça qu'il faut dire au président. Que nous, on veut une grande école de cinéma à Lumumbaville. Voilà. À ce moment-là. Nous allons poursuivre, il ne nous reste que 30 minutes dans cette salle. Il y a le professeur Massonsa qui veut faire une proposition d'une identité africaine. Professeur, vous avez juste 2 minutes. Merci bien, monsieur le modérateur. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Tout à l'heure, il fallait qu'on propose quelque chose à notre président. C'est la chose suivante. Le Centre d'études et de recherche sur les valeurs africaines que je dirige ici au Congo propose au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'au cours de son mandat, que les Africains, que le Congolais d'abord, commence par s'appeler Africains congolais, que les Sénégalais s'appellent Africains sénégalais, que les Ivoiriens s'appellent Africains ivoiriens, et Sénégalais ivoiriens, ainsi de suite. Je pense que la conscience donc, que nous cherchons dans la masse pourra naître progressivement lorsque nous commencerons tous par ce nom, je suis africain congolais, je suis africain sénégalais. Voilà la proposition, je vous remercie. Bonjour tout le monde. Je commence par remercier les éminents professeurs, spécialement Papa Mulumba pour son invitation. Nous avions manqué à participer la fois passée dans la commission de balkanisation. Ce que nous voudrions amener ici,
c'est l'expérience de terrain. De notre formation, on est licencié en anglais et culture africaine et nous sommes en train de louer cette initiative de notre très cher président Félix-Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qui arrive? Par rapport à tout ce qu'on vient d'ébaucher ici, je crois qu'il y a des choses qui valent la peine de se dire et de le faire. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de temps, mais tout ce qu'on a dit là, je me suis déjà fait l'auteur de ça dans cette ébauche que vous voyez ici. J'ai écrit tout ça pour relever les principaux problèmes qui sont à la base, même des groupes de tension dans notre pays. Il y a les instruments et les mécanismes juridiques internationaux. Qu'est-ce que nous vivons dans notre pays? Tout le monde est sans ignorer que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Vous êtes d'accord avec moi? Toute la civilisation est née en Afrique. Mais qu'est-ce qui fait que nous puissions toujours être le reflet des copies-collées des autres cultures? Est-ce que nos ancêtres n'avaient pas un mode de vie que nous devons transmettre à la génération qui vient après nous? Est-ce que nous n'avons pas une pédagogie spécifique? Je prends à titre d'exemple, la sagesse africaine était mise dans de pensées cachées. Ça se transmettait sous forme de théâtre, ça se transmettait sous forme de danse, ça se transmettait sous forme de chansons et consorts. Est-ce que nos enfants ici connaissent des proverbes? Nous pouvons être tous louba. Et je peux dire à Papa Mulumba une pensée. Je peux reprendre, je donne ça, sans pour autant influer. J'ai dit, et pourquoi nous ne devons pas élever nos cornes? Nous voulons toujours les copier-coller des autres. L'Afrique a un mode de vie. Nous avons tout ce qu'il faut. Pourquoi l'attraction d'autres pays, même de ces soi-disant, je peux le dire ici, les Européens, toutes d'autres civilisations, pourquoi l'attraction au Congo? C'est puisqu'ils trouvent qu'il y a du pain sur les planchers, n'est-ce pas? Alors nous devons être fiers de ce que nous avons. Nous avons les atouts naturels, sol, sous-sol, faune, flore, culture, tout. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas concevoir une matière qui peut être comme une pédagogie de référence spécifique où tout le monde doit nous copier? Moi, je peux être fier que cela puisse se mettre en place. Cher éminent professeur, vous qui avez le privilège de vous approcher tout près du président de la République, vous lui dites qu'il y a des têtes qui sont dans les oubliettes. Il y a des têtes. Si je vous dis que j'ai exploré toute l'Afrique, j'étais de bout en bout. J'ai eu le privilège de travailler dans le système des Nations Unies comme assistant humanitaire. J'ai exploré, j'ai participé à des choses horribles. Même madame qui venait parler ici des choses, des viols et violences sexuelles. J'ai fait une mission avec madame Zeba de l'UNFPA dans la province de l'Équateur, à Songamboyo. Les choses que j'ai vues, vous n'avez pas l'idée. Et tout ça, on peut se transmettre. Où sont les hommes battants? Où sont les femmes battantes? Pour concevoir, mettre en place des mécanismes amis et à moyen, à court terme, c'est qu'on peut dire les Quick Impact Projects, qu'on peut mettre en place pour qu'on puisse manifester des projets capables d'aller vite, transmettre ce que nous avons aux autres. Qu'est-ce que nous attendons? Tout le monde se précipite sur la politique. Avoir les postes, avoir des titres, c'est bien bon, mais nous sommes en train de détruire notre nation. Est-ce que nous allons chanter des chansons de victoire sur des terres étrangères? Allons-nous devenir des esclaves éternels d'une politique qui est corrompue? Merci Dieu, puisque la Titanic vient de s'écrouler. Il y a des problèmes.
Il y a des instruments relatifs aux droits de l'homme. Il y a les droits des auteurs littéraires et artistiques. Il y a des protections et découvertes scientifiques au moyen des brevets. Il y a des protections des marques, des fabriques, des commerces, de dessins, modèles industriels. Il y a des commerces internationaux, il y a des mesures d'aide, il y a des droits internationaux privés. C'est ce qui est à la base des groupes de pression, des tensions dans notre pays. Est-ce que tout ça est mis en place? Est-ce qu'il y a des résolutions? Est-ce qu'on a divulgué? On a voté des lois énormes. Merci, madame. Voilà. Merci.